Salutations! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo dernières acquisitions, puisque dans cette vidéo je vais vous montrer les titres qui ont rejoint cet été ma bibliothèque, donc les livres que j'ai achetés, qu'on m'a offerts, que j'ai reçus, etc. Il y a un petit peu de tout, des romans, des essais. J'espère que ça vous plaira, que ça vous fera découvrir quelques titres, et puis on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, la semaine dernière, ou c'était il y a 2 semaines, je ne sais plus, mais au fond c'est pas très grave, je suis allée à Illiers-Combray, qui est le lieu où il y a la maison de Proust, enfin plus précisément la maison de tante Léonie, qui est présente dans la recherche du temps perdu, notamment à travers la scène mythique de la Madeleine. Je ne vous refais pas le topo, tout le monde connaît. C'était une visite qui était extrêmement sympathique, super intéressante, super émouvante, et bien évidemment il y avait une petite librairie, un petit corner de livres à côté de la maison, et encore plus évidemment je n'ai pas su résister devant tous ces livres, j'avais envie de tout acheter, donc je me suis un petit peu limitée quand même puisque je n'en ai pris que 2, mais j'ai tout de même acheté des livres dans le cadre de cette visite. Donc j'ai pris deux tomes de À la recherche du temps perdu dans ces très belles éditions qui sont les éditions NRF Gallimard. Donc dans les 2 que j'ai pris, d'abord j'ai fait très classique puisque j'ai acheté le premier qui est du côté de chez Swann. Il faut savoir que du côté de chez Swann c'est un livre que j'ai déjà lu et donc que j'ai déjà dans ma bibliothèque, mais, et c'est un point important, mon édition se désagrège complètement, c'est-à-dire que aujourd'hui je n'ai pas un livre, j'en ai 3, 3 en 1, j'ai 3 bouts de livres, ce qui n'a pas été très pratique lors de ma lecture, puisque ce livre a eu la bonne idée de se désagréger sous mes yeux, et surtout ça freine légèrement toute lecture future, parce que lire un livre en 3 morceaux, il y a plus sympathique, voilà. Et donc ceci m'avait donné une bonne raison de me reprocurer une version de Du côté de chez Swann, et là j'en ai profité et j'ai acheté celle-ci, ce qui me permettra déjà d'avoir un livre lisible, voilà, qui ne soit pas en 3 morceaux, et puis également de pouvoir relire Du côté de chez Swann, parce que c'est une lecture que j'ai faite il y a très longtemps, et même si je m'étais arrêtée au premier, que j'avais pas lu la suite de la recherche, j'avais énormément aimé ma découverte de Du côté de chez Swann. Et donc j'ai également acheté un autre volume de La recherche du temps perdu, puisque j'ai pris Albertine disparue. Alors ça pour le coup c'est un achat un petit peu anarchique, qui va à l'encontre de toutes les lois narratives et de toutes les lois de la logique, puisque Albertine disparue est le 6e, oui c'est ça, 6e volume de À la recherche du temps perdu, donc en fait c'est l'avant-dernier, et comme je l'ai dit un peu plus tôt, je n'ai lu que Du côté de chez Swann, et je n'ai également que Du côté de chez Swann et À l'ombre des jeunes filles en fleurs dans ma bibliothèque. Donc en fait je n'ai pas ce qui sépare À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Albertine disparue, mais ce qu'il faut savoir c'est que Albertine disparue c'est le tome de La recherche du temps perdu qui depuis très longtemps m'attire le plus. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est le titre, je ne sais pas si c'est parce qu'une fois quelqu'un m'en a parlé et m'a dit que c'était trop bien, ou m'a dit un truc qui a fait que j'ai eu super envie de le lire. Quoi qu'il en soit, c'est celui qui m'attire vraiment le plus, et donc encore une fois au détriment de toute logique, j'ai décidé que j'allais le lire avant de lire les autres, parce que j'ai envie. Donc après ces achats un peu particuliers, parce que dans le cadre d'une visite, je vais vous montrer tout ce que je me suis procuré en librairie neuve, et puis aussi en librairie d'occasion. Donc déjà, j'ai acheté un livre que je n'avais pas, et qui est pourtant assez mythique, puisque je me suis procuré Don Quichotte de Cervantes, donc les 2 tomes, là il y a le tome 1, là il y a le tome 2, on ne fait pas les choses à moitié par ici. Don Quichotte c'était un livre qui, jusqu'à il y a quelques semaines, jusqu'à fin août en fait, ne m'intéressait absolument pas. C'est-à-dire que comme tout le monde, j'étais au courant que Don Quichotte existait quand même, mais vraiment, ça ne m'attirait pas du tout, et puis fin août, encore une fois, j'ai lu Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet, dont je vous avais parlé d'ailleurs dans mon dernier, enfin un de mes derniers points lecture, et si ça avait pas du tout été une lecture super, j'avais adoré le personnage de Tartarin de Tarascon, et ce qu'il faut savoir, je vous le dis vite parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est important pour comprendre mon achat, c'est que Tartarin de Tarascon c'est une sorte de réécriture, de réadaptation du personnage de Don Quichotte à la sauce du 19e siècle. Et donc en fermant Tartarin de Tarascon, je m'étais dit mais c'est trop bien, j'adore ce personnage, ce qui m'a pas plu c'est tout le reste, tout ce qui l'entoure, donc si ce personnage est génial, ça veut dire que Don Quichotte doit être encore mieux, il faut absolument que je lise Don Quichotte. Voilà grosso modo le raisonnement que j'ai suivi dans ma tête et qui m'a fait me précipiter en librairie et me procurer ces 2 livres. Ensuite on continue dans les romans, et cet été je me suis procuré un livre d'Éric Vuillard. Je ne vais pas épiloguer 307 ans sur ce titre parce que je pense que vous commencez un peu à connaître mon amour, ma vénération pour Éric Vuillard. Et donc cet été je me suis acheté La bataille d'Occident, qui est un livre qui parle de la Première Guerre mondiale. Je ne l'ai pas encore lu, je ne doute pas qu'il sera très bien, même si j'ai un ami qui m'a dit que c'était pas forcément le meilleur. Après avec Vuillard, tout est tellement bien que même quand c'est pas le meilleur,
ça reste quand même très très bien et très agréable, donc je me fais pas trop de soucis, j'espère le lire très très prochainement et j'espère que ce sera une très belle découverte. Alors on passe à la suite et à deux achats que je vais vous présenter en même temps puisqu'ils traduisent une même volonté dans mes lectures, un même souffle que j'aimerais insuffler dans mes lectures prochaines, qui est de me lancer dans des livres un petit peu différents au niveau des romans, c'est-à-dire des romans qui sortent de l'ordinaire, dont le style est particulier et qui aussi parfois peuvent me faire un peu peur, alors qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur d'un livre. Un livre, on l'aime ou on l'aime pas, mais on n'en a pas peur, voilà. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas et moi j'aimerais bien y remédier, donc je suis sur cette voie et de ce fait j'ai acheté ces deux livres-ci. Donc nous avons L'homme sans qualité de Robert Musil. Là c'est le premier volume, j'ai acheté que le premier volume, il y en a deux, sachant que le deuxième est encore plus gros que celui-ci, donc je vais passer quelques temps ces prochains mois avec Robert Musil, je pense. C'était un livre que j'avais pas mal vu passer sur le Bookstagram, mais je m'étais dit pendant des années que de toute façon je le lirais jamais parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop long, enfin c'est pas fait pour moi. Mais comme, encore une fois, je suis dans cette volonté de diversifier mes lectures au niveau des romans, de ne plus avoir peur des livres et de me lancer enfin dans des trucs qui ont l'air peut-être un peu chelous mais qui du coup peuvent être bien, je me suis dit lance-toi, achète-le, essaye de le lire. J'espère pouvoir le faire très très prochainement et j'espère encore une fois que ce sera une très très belle découverte. Et toujours dans cette dynamique, j'ai aussi acheté ce livre-ci, donc qui est Les Carnets d'or de Doris Lessing. Je sais plus où j'en ai entendu parler, je sais plus si c'était un article ou une vidéo, enfin j'ai vu quelqu'un mentionner ce livre et cette personne en parlait très très bien et ça m'a donné très 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 envie. Le Carnet d'or, un peu comme L'homme sans qualité mais pour des raisons différentes, c'est un livre un peu particulier, ne serait-ce que dans sa structure puisque je crois qu'il est composé de 4 livres en un, 4 carnets que tient la narratrice, donc rien que ça demande un petit temps d'adaptation et ça va peut-être être un petit peu compliqué à certains moments, mais c'est aussi un livre qui est quand même présenté comme étant assez intéressant sur tout ce qui est émancipation des femmes, conditions féminines, et puis aussi femmes autrices et le rapport entre les femmes et l'art, ce qui sont pour ma part des éléments qui me donnent toujours un petit peu envie de m'intéresser au livre en question. Par contre je sais pas exactement de quoi ça parle, j'espère que ce sera une belle surprise et puis j'espère pouvoir vous en parler bientôt aussi parce que je pense que c'est un... Enfin je ne l'ai pas encore lu mais je pense que c'est un livre qui peut être assez marquant et qui peut être assez intéressant. Ensuite, toujours dans les romans et plus précisément toujours dans les pavés, cet été on m'a offert, enfin ma mère m'a donné plus précisément ce livre-ci, donc Bleak House de Dickens. Quand je dis pavé, là c'est vraiment pavé, il est énorme, je crois qu'il fait 1400, ouais 1300 et quelques pages. Hein. De Dickens, j'ai déjà lu il y a quelques mois Oliver Twist, que j'avais d'un côté beaucoup aimé, trouvé très intéressant, de l'autre j'étais restée un petit peu sur ma faim, mais ce qui est sûr c'est que ça m'avait vraiment donné envie de m'intéresser à l'œuvre de Dickens. Et puis en faisant des recherches dans le cadre d'Oliver Twist, je m'étais rendu compte que Bleak House était un livre qui parlait beaucoup de questions de justice, puisque dans Bleak House, alors c'est pas exactement tous les tenants et les aboutissants hein, de Bleak House, donc je vais aller très très rapidement et très très succinctement, mais je crois qu'on va suivre plusieurs procès qui sont entrecoupés les uns dans les autres, et ça va être aussi du coup l'occasion pour Dickens de développer sa vision de la justice. La vision que Dickens porte sur la justice, notamment sur les magistrats, sur la prison, est assez intéressante, elle est très politique et donc elle soulève tout un tas de questionnements, tout un tas de raisonnements qui sont intéressants dans l'absolu et qui moi en particulier m'intéressent. Et cet été, ma mère m'a également donné 2 livres qu'elle avait en double et qui sont donc venus étoffer les étagères de ma bibliothèque qui n'en avaient clairement pas besoin. Et nous avons donc celui-ci, donc Une histoire sans nom de Barbey d'Aurevilly. Je dois avouer ici que je n'ai jamais rien lu de Barbey d'Aurevilly et que j'en suis la première déçue parce que le peu de fois que j'ai entendu parler de Barbey d'Aurevilly, c'était à chaque fois extrêmement positif, ça me donnait d'ailleurs très très envie, mais je n'ai jamais joint la lecture à l'envie. Donc j'espère arriver enfin à passer le pas avec celui-ci et à lire un livre de l'ami Barbey, sachant en plus que, pour avoir un petit peu lu vite fait le résumé, ça a l'air vraiment... Enfin, ça me donne très très envie. Hein. L'histoire a l'air vraiment assez étrange, mystérieuse, sur fond de religion et tout. Donc je pense que ça peut vraiment me plaire et j'espère encore une fois le lire très prochainement. Et donc le deuxième livre que ma mère m'a donné, c'est Éloge de l'ombre de Tanizaki. Je l'ai mis là ici avec les romans, même si en soi c'est plus un essai puisque L'Éloge de l'ombre c'est un livre sur... le rapport à la beauté qu'ont les Japonais, qu'entretiennent les Japonais, et donc un peu un livre aussi sur la
sur la spécificité japonaise, sur la différence entre la culture japonaise et les autres cultures. Je l'ai pas encore lu, hein, donc j'en sais pas beaucoup plus, hein, ça c'est ce que j'ai entendu sur ce livre. Pour être totalement transparente avec vous, c'est pas forcément le livre qui spontanément me hype le plus, hein, me donne le plus envie. J'avoue que le rapport qu'entretiennent les Japonais à la beauté, c'est pas une question qui m'empêche de dormir la nuit, hein, quoi, et qui me donne envie de m'y intéresser, mais j'ai quand même très envie de découvrir Tanizaki, dont j'entends pas mal parler, et c'est un auteur qui me fait un petit peu peur, surtout pour tout ce qui est les thèmes qu'il aborde dans ses romans et tout ça, donc je me dis que ça peut être une occasion d'avoir une première approche avec Tanizaki, et puis ensuite peut-être de découvrir d'autres textes de Tanizaki, dont un peu comme Barbet d'Aurevilly, j'entends énormément de bien, et ce serait peut-être temps, enfin il serait peut-être temps de le découvrir du coup. Et nous arrivons à la fin des romans, enfin de la partie roman de cette vidéo, avec ces 3 livres trouvés d'occasion. Donc ce sont des vieilles éditions du livre de poche. C'est des éditions que j'aime beaucoup. Elles sont rarement très pratiques parce qu'elles sont souvent écrites très petites, mais je sais pas, leurs pages un peu jaunies, leurs vieux dessins, il y a une ambiance, on va dire, autour de ces éditions. Donc déjà nous avons celui-ci, c'est Légende du Dublin de James Joyce. Je vous ai parlé de Ulysse dans une de mes dernières vidéos point lecture. Je vous ai dit tout le bien que j'avais pensé de Ulysse et l'expérience de lecture qu'avait été Ulysse. Donc autant dire que j'étais très contente de voir cet autre texte de Joyce. Par contre, je ne sais pas exactement de quoi il retourne, hein, comme beaucoup de livres qu'il y a ici. Je suppose au vu du titre que nous allons suivre des gens dans Dublin. Ça paraît un petit peu évident. Mais quoi, quand, qu'est-ce, comment, ça, je ne sais pas exactement, mais j'ai hâte de voir. Et dans ces vieilles éditions du livre de poche, j'ai également trouvé Autant en emporte le vent, donc les 2 tomes de Autant en emporte le vent. Alors Autant en emporte le vent, c'est un peu particulier parce que ça fait pas forcément partie des livres que j'ai vraiment envie de découvrir. C'est des livres que voilà, je connais, je sais qu'Autant en emporte le vent existe, je sais aussi que c'est un livre qui est assez fan, hein, qui a quand même une forte fan base, j'ai l'impression. Mais de l'autre côté, c'est jamais un livre qui m'a trop fait envie, déjà parce que l'amour en littérature, c'est pas ce que je préfère, hein, voilà, donc c'était un petit peu compliqué. Et donc c'est vrai que c'était un livre que j'avais jamais trop regardé en librairie, que j'avais jamais trop eu envie d'acheter, mais là il était d'occasion, donc pas très cher, je sais plus combien c'était, bien sûr ça va pas être écrit, bah non. Ah, on sait qu'il a appartenu à un certain Bernard avant, mais je ne sais pas le prix. Quoi qu'il en soit, ça devait être peut-être 1 €, 2 € grand maximum par volume, donc c'était plutôt une bonne affaire, et donc je me suis dit que c'était l'occasion de me le procurer. Je sais pas honnêtement si je le lirai dans ces prochains mois. Après, ça reste un livre assez mythique qui traduit aussi une certaine Amérique, une certaine période des États-Unis, qui dit quelque chose des États-Unis. Donc même si je ne le lis pas dans les mois, dans les années à venir, je pense qu'il y a un moment où quand même j'attaquerai Autant en emporte le vent. Alors je pensais que j'en avais terminé avec ça pour les romans, mais en fait j'en ai un dernier à vous présenter qui est un service presse. C'est un livre que j'ai reçu il y a quelques mois, mais je suis très en retard sur les services presse en ce moment, malheureusement. Je vais essayer de rattraper, hein, je fais ce que je peux, mais pour l'instant c'est un petit peu laborieux. Les éditions Carré Poche, qui est en fait la partie poche des éditions Decrescenzo, m'ont envoyé ce livre-ci qui s'appelle Le Chant de la Terre, qui a été écrit par Lee Seung-yu. Je pense que je ne l'ai pas bien prononcé, mais de toute façon je vais vous l'écrire ici. Ce qui est cool avec les éditions Decrescenzo, c'est que travailler avec eux me permet de découvrir la littérature coréenne et la littérature coréenne contemporaine, qui n'est pas forcément mon champ de prédilection habituel, mais là souvent ils ont des titres vraiment assez intéressants. C'est pas forcément que des coups de cœur, mais souvent ça change en tout cas de mes lectures. Dans celui-ci j'ai l'impression qu'on va suivre une sorte d'enquête sur fond de mystère. Je sais pas trop encore ce que ça va donner, je vais essayer de le lire assez rapidement et puis je vous en reparlerai. Et donc comme on est passé dans les services presse, je vais tout de suite vous montrer le deuxième service presse que j'ai reçu dans les mois qui se sont écoulés là. Les éditions Alizio m'ont envoyé ce livre-ci, Comment devenir antiraciste, de Ibram X. Kendi. J'étais extrêmement contente quand j'ai reçu un message des éditions Alizio parce que j'ai découvert le travail de Ibram X. Kendi il y a quelques mois maintenant, notamment un audiobook qui a été mis en ligne sur Spotify, un audiobook en anglais, et j'avais trouvé ça super intéressant, donc j'ai trouvé que c'était une super nouvelle en fait que enfin un de ces livres soit traduit, excusez-moi, et donc soit accessible pour les gens qui ne parlent pas forcément très bien l'anglais. Par contre, malgré cet intérêt, je n'ai pas encore pris le temps
temps de le lire et j'en suis la première désolée. C'est vrai que ça a été un petit peu compliqué niveau lecture ces derniers temps, j'ai très peu lu, j'essaye un peu de me trouver des excuses là, oui tout à fait. Mais je compte quand même rattraper très vite cette carence parce que ce livre me fait très envie et je pense que le plus tôt je vous en parlerai, le mieux ce sera parce que ça a l'air d'être très intéressant. Alors on continue dans les essais et même un peu dans la même veine d'essais puisque cet été j'ai acheté Les damnés de la Terre de Frantz Fanon. Je vous ai déjà parlé 2 fois je crois de Frantz Fanon sur cette chaîne. C'est un auteur dont j'ai découvert Peau noire masque blanc en juin-mai dernier et ça avait été un énorme coup de cœur puisque Peau noire masque blanc faisait même partie de mes meilleures lectures du début d'année. J'ai donc très hâte de le lire. Je l'avais d'ailleurs un petit peu commencé mais vraiment un tout petit peu, j'ai lu genre 5-6 pages mais j'étais pas, à ce moment là j'étais pas trop dans une ambiance essai donc je n'ai pas concrétisé le début de lecture mais les 5-6 pages que j'ai lues étaient super intéressantes. Ensuite niveau essai j'ai aussi acheté cet été de la philo, donc j'en ai pas beaucoup, j'ai 3 textes de philo que je me suis procuré. Donc il y a déjà 2 textes de Hans Jonas. Hans Jonas c'était, alors c'est un auteur que j'avais connu dans le cadre de mon parcours en philosophie, un peu, hein, je l'avais pas trop étudié en profondeur mais il avait été mentionné, mais il m'avait jamais trop intéressée avant de lire Arendt qui... c'est pas qu'elle en parle tant que ça, mais je crois que j'avais lu un livre de Arendt qui avait été préfacé par Hans Jonas et j'avais trouvé cette préface très intéressante et puis comme je suis un peu une fan de Arendt, et ben tous les gens que Arendt estime m'intéresse, voilà. Et donc je me suis procuré 2 de ces livres. Alors j'ai pris des petits parce que je savais pas trop quel serait le degré de difficulté de lecture. Donc pour commencer j'ai pris Pour une éthique de futur de Hans Jonas. C'est un livre qui parle de tout ce qui est développement scientifique, régulation du développement scientifique. Je sais pas s'il est question de transhumanisme, de robots, etc. En gros c'est sur le progrès scientifique, la question de la régulation du progrès scientifique, la question aussi entre progrès scientifique et éthique. Et donc le second que j'ai pris c'est celui-ci, Le concept de Dieu après Auschwitz. Alors, bon, je ne connaissais pas l'existence de ce livre avant d'entrer en librairie, hein, puisque je n'avais qu'une très faible idée de ce qu'avait écrit Hans Jonas, mais en le voyant j'ai été tout de suite très interpellée parce que j'ai beaucoup lu et j'en lis encore d'ailleurs, pas tout le temps parce que c'est difficile mais ça me semble important de le faire, pas mal de témoignages sur la Shoah, sur la déportation et donc de voir qu'il avait écrit là-dessus, ça m'a beaucoup interpellée. Celui-ci en plus est vraiment super court, c'est-à-dire là déjà le livre paraît petit mais je crois qu'en fait le livre en lui-même, vous voyez, ne fait que ça. Après, c'est que des notes. Donc autant dire que j'ai très peu d'excuses pour ne pas le lire et que j'espère, de ce fait, effectuer cette lecture assez rapidement. Et donc, autre que Hans Jonas, j'ai aussi acheté cet été un texte de Hegel. Donc c'est celui-ci, Le droit naturel de Hegel. Comme vous le voyez, je l'ai un petit peu commencé, mais je l'ai arrêté parce que je ne comprenais pas grand-chose. Voilà, soyons honnêtes, j'ai lu 20 pages et j'étais perdue tous les 4 mots, hein, ce qui rendait la lecture tout sauf agréable, n'est-ce pas? Mais malgré ce premier échec, je compte quand même m'accrocher, rassurez-vous, mais je pense que je vais le prendre autrement en me renseignant d'abord, en écoutant des podcasts, en lisant des articles, hein, avant de foncer tête baissée, parce que de toute façon Hegel c'est toujours très compliqué, c'est un auteur qui est quand même réputé comme étant compliqué, voire totalement obscur, donc c'est pas si étonnant que en le lisant tranquillou sur la plage, je n'ai rien compris. Autre essai que j'ai acheté cet été, ce livre de Balzac, Physiologie du mariage, je l'ai trouvé un peu par hasard dans une petite librairie d'occasion et ça m'a fait sourire de le trouver parce que c'était un livre dont j'avais entendu parler il y a quelques années et je m'étais dit qu'un jour j'aimerais bien le découvrir, mais je me voyais pas non plus l'acheter neuf quoi, à 8 €, et là le voir pour 1 €, hein, comme on peut le voir puisque je n'ai toujours pas réussi à enlever l'étiquette malheureusement, mais c'est dans mes projets, je me suis dit que c'était l'occasion. Je sais pas si je le lirai bientôt, mais ça fait partie des Balzac qui m'interpellent, donc je pense que je le lirai un jour en tout cas. Et sur ce, nous arrivons à la dernière catégorie de livres de cette vidéo, qui sont tous les livres qui sont liés un peu au droit, donc sociologie du droit, anthropologie, juridique, histoire du droit, enfin tout dans lequel il y a droit, juridique, justice dedans, en gros, je pense que vous avez compris l'idée. Donc déjà, j'ai enfin acheté un livre que j'ai vu passer il y a super longtemps, et je m'étais dit mais il faut que je l'achète, d'autant plus qu'il est pas cher, et je l'avais jamais acheté, voilà, j'avais jamais pris le temps de l'acheter. C'est ceci, La force du droit de Pierre Bourdieu. C'est un article de Pierre Bourdieu
sur le droit, donc sur une approche sociologique du droit, qui a été publié il y a pas mal de temps et que là les éditions de la Sorbonne ont décidé de rééditer. Pour ma part, je savais pas du tout que Bourdieu avait écrit sur la question du droit. J'en étais la première surprise et la première ravie. Et j'étais tellement ravie que je l'ai commencé hier soir. J'ai acheté le livre avant-hier et je l'ai commencé hier. Donc j'ai lu une vingtaine de pages. C'est assez compliqué. C'est aussi l'occasion pour moi de découvrir la plume de Bourdieu parce que j'ai jamais rien lu de Bourdieu et c'est un peu difficile. C'est très jargonnant à certains moments et les structures employées dans les phrases sont pas forcément les plus faciles pour exprimer l'idée qui est défendue, mais au-delà de ce style un peu aride, c'est super intéressant, donc je suis très très contente de le découvrir. Ensuite j'ai acheté 3 livres qui sont assez différents mais qui sont faits tous sur le même modèle, donc je vais vous les présenter en même temps. C'est tous un peu, vous savez, des sortes de synthèses sur des thèmes précis. Bon là en l'occurrence tout est lié encore une fois au droit, à la sociologie du droit et tout ça. C'est des formats que j'apprécie beaucoup. Je suis toujours un peu en recherche de ce genre de format parce que c'est assez rapide à lire, souvent c'est assez clair, assez accessible et ça donne pas mal de références. Donc c'est souvent des textes qui en tout cas selon moi sont des très bonnes portes d'entrée et des très bons moyens de découvrir, d'approfondir certaines matières, certains domaines. Donc déjà on a la sociologie du droit de Evelyne Serverin. Donc celui-ci il fait partie de la série Repères des éditions La Découverte. Les éditions La Découverte, c'est des éditions que j'aime beaucoup qui sont toujours très intéressantes. Il y a énormément de rigueur, disons que les gens qui sont choisis, les textes qui sont retenus pour leurs essais sont toujours très rigoureux et on peut s'y fier, voilà, pour le dire rapidement. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu celui-ci d'occasion chez Gibert, j'ai décidé de l'acheter. Il est pas très long, donc ça va me donner une petite porte d'entrée dans la sociologie du droit, ce qui est ma foi toujours très intéressant. Moi je le prends. Ensuite aux éditions Que sais-je, ça je pense qu'une bonne partie des gens connaissent, j'ai pris La philosophie du droit, donc qui a été faite par Michel Tropper. Michel Tropper, c'est un prof dont moi j'avais entendu parler en cours de droit, en cours de droit constitutionnel, ce qui est assez rare pour le souligner parce qu'en fait généralement, c'est une généralité que je fais, hein. Il y a bien sûr des exceptions, mais dès qu'il est question de sociologie juridique, de philosophie du droit, les juristes sont toujours assez hermétiques et assez méfiants en fait par rapport à tout ça. Et donc c'est assez rare d'avoir des gens qui à la fois sont reconnus dans le milieu juridique et qui de l'autre côté essaye d'aborder le droit sous un autre angle que le droit lui-même. Et donc j'ai acheté La philosophie du droit de Michel Tropper. Là encore, il est très très court. Je pense qu'il se lira assez vite. C'est évident que, mais c'est normal dans ce genre de format, ça n'est pas exhaustif, hein, ça n'a pas la prétention à l'exhaustivité. On se doute bien que là-dedans on peut pas faire rentrer toute la philosophie du droit qui existe, mais je pense que c'est sympa pour une première approche ou pour avoir un autre regard et puis choper 2-3 références, 2-3 idées qui peuvent être intéressantes. Et enfin, le dernier livre sur ce format, c'est celui-ci, Fonder la loi, de Alain Saudan. Il m'a attirée en fait, celui-ci. La loi, c'est pas forcément ce qui moi m'intéresse le plus. En fait, en voyant ce livre dans la librairie, je me suis rendu compte que je m'étais jamais vraiment interrogée sur la loi. C'est pour ça peut-être que c'est pas ce qui m'intéresse le plus, parce que je ne me suis jamais interrogée dessus. Donc forcément, ça ne m'intéressait pas jusque-là. Mais en le voyant, et surtout en lisant la 4e de couverture, j'ai trouvé que l'angle qui a l'air d'avoir été pris et les questions qui sont posées sont assez intéressantes. Donc ensuite, on passe toujours aux livres liés au droit, mais cette fois les plus gros livres, hein, pas des petits livres de synthèse, etc. J'ai acheté celui-ci de La médiation de Nathalie Dion. Je vous ai déjà parlé sur cette chaîne de justice restaurative, de mode alternatif de gestion du conflit. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en France, une des rares applications ou tentatives d'application de justice restaurative et de tout ce qui est gestion alternative du conflit, c'est la médiation. Et donc ça fait quelques mois que le mécanisme de la médiation m'intéresse, mais en fait ce qui m'intéresse c'est pas juste de lire les textes liés à la médiation, hein, ça il n'y a pas besoin d'un livre pour le faire, vous allez sur Légifrance, vous trouvez les articles qui sont liés à la médiation et donc comment s'organise
juridiquement, d'un point de vue purement procédural, la médiation. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était pas ça, c'était plus d'avoir un regard sur cette médiation, et c'est ce qu'a l'air de faire ce livre. Et nous arrivons au dernier livre de cette catégorie et au dernier livre de cette vidéo même. J'ai acheté ce livre-ci, donc Théorie et institutions pénales de Michel Foucault, qui est en fait une retranscription d'un de ses cours au Collège de France. Donc ça, c'est le cours qui a été donné entre 1971 et 1972. De ce que j'ai compris en me renseignant un petit peu, ça fait partie de ces livres qui ont aussi préparé ensuite toute la réflexion que Michel Foucault développera dans Surveiller et punir. Donc on est vraiment sur des questions de contrôle, sur des questions de surveillance, sur des questions du rôle de la prison, sur des questions du rôle de la pénalité et tout ça. C'est toujours des thèmes que moi je trouve très intéressants. Michel Foucault est un penseur qui est majeur sur ces questions-là, c'est-à-dire que si vous ouvrez aujourd'hui n'importe quel ou presque n'importe quel texte qui parle du droit pénal, qui parle de la prison, qui parle du procès, vous avez à un moment, vous êtes presque systématiquement c'est ça, une référence à Michel Foucault, donc il est vraiment inévitable dans le domaine, et à raison, hein, parce que c'est un penseur excessivement intéressant et excessivement brillant. J'espère, comme tous les livres présents dans cette vidéo, pouvoir le lire bientôt. En tout cas, il sera sur la liste de mes priorités de ces prochaines semaines et de ces prochains mois. Et puis je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Et c'est sur ce que cette vidéo dernières acquisitions s'achève. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle aura été l'occasion pour vous de découvrir ou de redécouvrir certains titres. J'espère aussi vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tout le mal que je vous souhaite, c'est de faire de très très bonnes lectures. Salut!